Alors Adélie Le Guen est diplômée d'un master en métiers et arts de l'exposition à l'Université Rennes 2. Actuellement, elle suit le master de théâtre, performance et société à l'Université Paris 8 et elle réalise son mémoire sur le Women's Building de Los Angeles sous la direction de Raphaël Doyon. Elle fait partie d'un collectif féministe de chercheuses qui s'appelle Les Jaseuses. Je vous encourage à aller consulter le site internet et a ouvert, lors du premier confinement, une plateforme internet d'articles, mais aussi de podcasts, de sons engagés sur les questions féministes, queer et postcoloniales dans les arts visuels qui s'appelle Artistes Manifeste. Donc là, je suppose aussi que c'est des... si j'ai parlé un peu vite, mais qu'on pourra mettre des liens vers ces sites internet. Et donc, Adélie, je vous laisse la parole. Merci. Merci. Bonjour à tous. Je voulais déjà remercier les organisatrices et puis Camille pour cette présentation. Donc pour cette recherche, je me suis appuyée sur les mémoires de Terry Walberton, donc Insurgent Muse, du Women's Building, caractéristique du mouvement artistique féministe ou le Feminist Art Movement de Californie dans les années 70. Cette année est marquée par l'exposition Art and Technology présentée au Los Angeles County Museum of Art, au LACMA, qui est exclusivement composé d'artistes hommes. Des recherches plus avancées ont également permis de révéler des statistiques éclairantes. Sur 81 expositions personnelles au LACMA, seule une exposition montrait le travail d'une femme en l'espace de 10 ans. La même année est par ailleurs marquée par le travail précurseur donc, de l'artiste Judith Chicago à travers l'élaboration du Feminist Art Programme au California State University à Fresno, dont on a eu un aperçu précédemment. Ces deux événements sont les marqueurs présentant la double préoccupation du mouvement artistique féministe, l'effort injecté pour une meilleure inclusion des femmes dans le monde de l'art et une totale redéfinition de l'art et de la culture dans un contexte féministe. Le Women's Building s'inscrit dans cette perspective en se présentant comme un centre public pour la culture des femmes, formé donc en non-mixité. Il a été fondé en 1973 à Los Angeles par l'artiste Judith Chicago, la designer graphique Sheila Levrone de Bretteville et l'historienne de l'art Arlene Raven. L'objectif donc, est de créer un programme alternatif pour l'éducation artistique des femmes. Ce programme a été nommé le Feminist Studio Workshop, qui offrait des opportunités aux femmes dans le champ de l'écriture créative, le design graphique, l'art de l'impression, la performance, la vidéo et les arts visuels. Il était aussi décrit comme une collision de l'histoire, la politique et l'art. La question posée au sein de ce programme était « Que souhaites-tu dire en tant qu'artiste et à qui souhaites-tu t'adresser ?» C'est une question qui divergeait quelque peu des attentes du monde de l'art mainstream, focalisé sur la forme et la surface à la même époque. Les participantes étaient ici encouragées à produire des œuvres inspirées de leur vécu et à communiquer efficacement un message. Terry Walberton, née en 1954, qui a grandi à Détroit, consacra 13 années de sa vie au sein du Women's Building entre 1976 et 1989. Elle arriva en tant qu'étudiante au FSW, donc le Feminist Studio Workshop, puis devint enseignante, directrice de programmation, artiste, publiciste, typographe et a dirigé le développement de l'activité de l'institution, notamment à travers un travail acharné de collecte de fonds. Pour elle, le Women's Building offrait une étincelle et ceci était son message dans sa lueur. Que vous, en tant que femme, pouviez aussi être une artiste, que votre vécu de femme, quelle que soit sa singularité, pouvait attiser votre art et qu'en retour, l'acte de la création artistique enflammerait cette vie et enfin qu'une communauté de femmes engagées dans ces actes similaires de création et de changement de vie transformerait les miroirs de la culture en fenêtres à travers lesquelles vous voleriez toutes comme des étincelles dans le ciel nocturne. Et vous allez comprendre pourquoi cet embrasement et cette idée de fenêtre est nécessaire à la lumière de son histoire personnelle. Je vais parler un peu de sujets sensibles ici. Donc, voilà. Donc Terry Walberton connut une vie difficile marquée par son addiction pour des drogues, son alcoolisme et ses tentatives de suicide. À l'âge de 5 ans, elle fut agressée sexuellement par son beau-père. À l'âge de 10 ans, elle fut battue par son père. Elle commença aussi à se lacérer le poignet et à boire de l'alcool à 13 ans.
lui permettant de se soulager en extrayant les traumas de son corps pour, je cite, « oublier tout ce que mes yeux ont vu et vivre plus facilement dans ma peau ». À son arrivée à Grand Rapids, au Michigan, en 1975, sa scolarité fut complexe et ses capacités d'adaptation au milieu universitaire étaient une véritable épreuve. Elle partait en fait à la recherche d'une communauté de femmes, donc au Feminist Center, où elle rencontra sa première vraie relation amoureuse lesbienne. Avant son arrivée à Los Angeles, elle racontait que les arts étaient toujours mon radeau de sauvetage, mais les mères étaient hostiles à mon féminisme, à mon lesbianisme. Je craignais que ces identités ne soient jetées par-dessus bord si je devais rester à flot. À 21 ans, après avoir constaté l'incompatibilité de son identité femme, féministe et lesbienne avec son art donc au Michigan et une nouvelle tentative de suicide, elle décide de déménager à Los Angeles en octobre 1976 et de s'investir dans le Feminist Studio Workshop au Women's Building. Elle rêvait de ce lieu où femmes et artistes n'étaient pas en contradiction, où féminisme et culture n'étaient pas des concepts incompatibles. Cette nouvelle perspective de création en total accord avec ses attentes lui redonna le souffle pour vivre, la poussa à travailler dur pour payer les frais d'inscription du Women's Building. De cette façon, je cite, « La survivante en moi a vaincu celle qui était si déterminée à mettre fin à sa vie ». De cette résurrection dont elle parle, elle put redéfinir son passé et changer le cours de son futur. Et c'est en proposant à son tour sa contribution en tant qu'enseignante au Women's Building 1 an après son arrivée. On verra alors comment elle réussit à forger des liens entre l'identité des femmes lesbiennes et leur art. Donc, je vais parler dans une première partie justement de cette prise de parole grâce au Consciousness Raising Group, donc, qui prennent forme au Feminist Art Program dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, grâce à ces groupes de sensibilisation, les fondatrices et enseignantes proposent un premier procédé libérateur et moteur de la création. Il s'agit d'un processus de communication au cours duquel les femmes prennent la parole de façon équitable, sans interruption, pour exprimer son expérience pendant que les autres participantes écoutent attentivement. Les groupes sont la plupart du temps sans hiérarchie, préférant ainsi, comme le dit Terry Wolverton, une responsabilité équitable pour le développement du groupe. Au sein de cette atmosphère sans jugement, les femmes prennent conscience des points communs des oppressions vécues, leur permettant d'analyser ses causes et ses effets à une échelle sociale et non plus seulement personnelle. Se trouvent ici donc les racines du slogan « le personnel est politique » qui marque donc les années 70. À cette époque, il est crucial de souligner que ces événements du quotidien n'étaient même pas reconnus par les femmes elles-mêmes comme ayant une quelconque importance, que ça ne valait pas le coup d'être mentionné et sans signification. En effet, les enseignements artistiques délivrés par les hommes rejetaient et critiquaient violemment, parfois violemment, les œuvres des femmes qui avaient un lien avec leur genre. Menstruation, mariage, maternité, corvée ménagère, sexualité, etc. C'est d'ailleurs ce même mépris que Terry Wolverton a expérimenté à l'égard de son lesbianisme lors de sa formation en théâtre à l'Université de Détroit en 1972. C'est avec l'une des 3 fondatrices, Arlene Raven, qu'elle trouva une alliée et put évoluer plus sereinement en tant que lesbienne tout au long de son parcours au Women's Building. En 1977, Arlene Raven présenta lors d'un workshop d'une journée ses recherches en histoire de l'art sur l'art lesbien, où elle parla de Romance Brooke ou encore Rosa Bonheur. 2 mois plus tard, lors d'une réunion effectuée chez elle, Arlene Raven annonça qu'elle allait débuter le Lesbian Art Project afin d'étudier l'art lesbien, auquel elle souhaitait rallier un groupe de femmes. Et c'est à partir de ce moment-là que Terry Wolverton travaillait sur le Lesbian Art Project et devint enseignante. Ensemble, elles débutèrent tout un programme éducatif et une approche introspective, autoréflexive. Les sessions de consciousness raising des groupes de lesbiennes, comme on peut le voir, donc là c'était groupe de consciousness raising, le LAP, le Lesbian Art Project, et puis donc ici, c'est les différents sujets qui ont été traités lors des sessions de consciousness raising, donc comme le coming out, qui est lesbienne, l'amour et la sexualité lesbienne, les lesbiennes et d'autres féministes dans le mouvement des femmes et également l'homophobie.
Avant de pouvoir entamer un tel processus exécutoire, les questionnements de Terry Wolverton sont multiples et révélateurs du sentiment de vulnérabilité ressenti par les femmes arrivant au Feminist Studio Workshop. Donc, les questions étaient, l'une de nous est-elle vraiment équipée pour entreprendre cela? Sommes-nous suffisamment honnêtes avec nous-mêmes? Avons-nous suffisamment confiance les unes avec les autres? Etc. Néanmoins, ayant intériorisé la devise féministe, le personnel et politique, Terry Wolverton explique ce besoin primordial au sein du collectif d'utiliser nos propres vies comme une base à l'introspection, nos propres expériences en tant que lesbiennes comme fondation de notre théorie. Au sein de cette introspection, il émerge en particulier le sentiment d'étrangérité ou de bizarrerie, qu'elle nomme le feeling of queerness, et l'isolement des femmes face aux oppressions vécues au sein de la société hétérosexiste. Pour cela, l'enseignement défendu par l'artiste permettra d'accompagner les artistes à explorer et se réclamer de la communauté queer qui fait d'une force le sentiment de non-appartenance à la société. Terry Wolverton en tire une certaine forme de résilience et de fierté possible grâce au collectif de confiance pour surmonter la haine de soi-même, le mépris et la honte intériorisée, et ainsi pouvoir affirmer pleinement son lesbianisme. Il s'agit aussi de dépasser sa propre frustration en prenant plus de responsabilités et d'autonomie. Là, c'est les propos de l'artiste Bialo. Il en découle alors l'idée de désapprendre les longues années d'enseignement masculin. Le désapprentissage ou unlearning passe par la prise de conscience que les hommes ne sont pas les seuls architectes de l'histoire, la culture, la philosophie et la science, que les femmes jouent un rôle majeur dans le développement de la civilisation et qu'elles sont capables de tout. En juillet 1978, Terry Wolverton précise que l'éducation féministe est le rétablissement de cette amnésie qui a effacé la femme de notre cosmologie. Une fois que nous avons éliminé ces erreurs, nous découvrons de nouvelles informations sur la conscience féminine. En récupérant notre héritage, nous découvrons de sagesse ancienne, le pouvoir de la connaissance intuitive et la valeur d'apprendre de notre expérience subjective. Il s'agit donc de dessiner de nouvelles conclusions et cela ne sera possible que dans un espace intime et sécurisé, un safe space que composent donc les groupes de consciousness raising ou encore le Gay Straight Dialogue, donc des rendez-vous hebdomadaires ou encore le programme of Sapphic Education. Ce dernier a beaucoup participé à la communauté et la conscience lesbienne au Women's Building. Terry Wolverton s'est appuyé sur cette structure éducative totale à travers plusieurs positions et fonctions archétypales, des sortes de guides, finalement, un noyau dur déterminant pour remplir les missions de ce projet comme des accompagnantes en fait. Donc il y a la figure de l'organisatrice, la visionnaire, l'artiste, la mentor, la mère et l'amoureuse. Ces dernières donc étant occupées de manière un peu alternée, Terry Wolverton, Arlene Raven, Cheryl Swanak, Bialo, Nancy Fried, Klust et Ger Van Siock. Et donc je vous ai mis aussi ici les sujets traités dans ce programme. En fait, la performance encourageait les femmes à aller plus loin dans ce processus et à explorer des personnages alternatifs pour réinventer leur représentation d'elles-mêmes au monde. Terry Wolverton explique notamment qu'elle avait besoin au cours de sa deuxième année au FSW de bootstrap, ou enfin, que l'on pourrait traduire de se masculiniser, pour être prise au sérieux. Il y a deux photographies qui vont montrer cette acquaintance de l'artiste à ces représentations iconographiques de la butch et de la femme ou femme, qui est donc l'abréviation de féminine. Butch étant un terme pour désigner une femme lesbienne occupant l'espace de manière masculine, donc par exemple ici habillée avec des vêtements d'hommes entre guillemets. Elles émergent dans les années 1940 dans les bars lesbiens de la classe ouvrière aux États-Unis pour désigner donc les lesbiennes masculines et féminines, mais répondent également à une vogue des garçons en France des années 1920 et des femmes que l'on pourrait dire donc androgynes comme Mathilde de Morny ou Radcliffe Hall, mises en opposition
avec les lesbiennes féminines Djuna Barnes et l'Amazone Nathalie Barney. Avait rassemblé à son époque, donc dans les années 1920, une communauté de femmes et artistes indépendantes et pour la plupart lesbiennes. Et c'est ce qui inspira d'ailleurs les 5 artistes du Lesbian Art Project présentes sur les 2 photographies qui forment donc ici le Nathalie Barney Collective. Elle performe donc sous des formes contrastées l'image de la lesbienne à cette époque-là. D'un côté, la représentation de la butch et de l'autre, de la femme, dont les sujets sont identifiables par leur tenue vestimentaire, les positions et les attitudes. Et c'est d'une certaine importance dans cet enseignement parce que au sein de cette séance photo, les artistes commencent à développer leur sensibilité de femmes lesbiennes au sein de leur art, leur visibilité et enfin un esprit critique et théorique sur leur identité propre. Car comme le mentionnait Judith Butler dans son ouvrage Le trouble dans le genre, dans les 2 cas, dans les 2 identités, butch et femme, l'idée même d'une identité originale ou naturelle était mise en question. Elle pousse ainsi les stéréotypes lesbiens à leur paroxysme pour les plier et se les approprier. Mais surtout, elles initient leur volonté de pouvoir produire un art qui leur correspond à une période où même les lesbiennes féministes ne croient officiellement pas dans l'identité butch et femme. Donc il y a un vrai travail ici de mise en visibilité. Terry Wolverton tire avec cette expérience un enseignement, je cite, « Il est clair que nous ne nous contenterons pas d'étudier simplement l'esthétique des lesbiennes, nous sommes également déterminés à exercer notre influence sur elles. » Et le Nathalie Barney Collective prend fin en 1978 et se voit succéder par un certain nombre d'événements tout autant marquants, tels que le projet de performance Unroll Her Study of Lesbianism en mai 1979. 12 participantes plus Terry Wolverton qui dirigeait donc le projet y ont participé. Sur l'affiche les femmes. Alors, donc ça, c'est quelques photos. Mais ici, donc c'est l'affiche. Et donc là, je ne sais pas si vous voyez très bien, parce que les images, je n'ai pas réussi à en trouver des meilleures. Mais en fait, il y a donc des sessions comme ça, des séries de photos où les femmes articulent en fait les lettres du mot lesbienne. Comme pour articuler leur propre identité. Et Bialo, dont j'ai parlé aussi tout à l'heure, qui est l'artiste graphique qui a créé cette affiche, y voyait même une manière pour les femmes de faire leur coming out. Prémisse donc de la performance, l'affiche annonce la couleur en montrant la manière dont les femmes s'approprient ce terme. Au cours de 10 semaines de workshops préparatoires, Terry Wolverton a développé un enseignement basé sur le développement des compétences et des techniques en performance et improvisation, sur la confiance et les relations entre les participantes, sur leur exploration des problèmes liés à leur lesbianisme, en explorant leur histoire personnelle. Elles avaient déjà expérimenté ce processus féministe collaboratif par l'emploi du théâtre à Toronto lorsqu'elle fonda le Toronto Feminist Theatre Group. Et en fait, tout au long des 3 mois de préparation, les étudiantes, donc vous avez les noms ici, ont exploré leur expérience en tant que lesbiennes à travers des jeux théâtraux, des exercices d'écriture et des réunions de Sensible Consciousness Raising Group. Terry Wolverton parle dans ses mémoires d'un exercice en particulier au cours duquel chacune d'elles, individuellement, devait s'identifier à une partie du corps pour ensuite réfléchir collectivement à la représentation de l'ensemble du corps. Donc, l'objectif de ces exercices était d'extraire la matière artistique et politique, personnelle aussi, pour réaliser une narration cohérente au sein de leur pièce de théâtre finale. L'événement se déroulait comme suit. Donc, à l'entrée du Women's Building, il y avait un pré-spectacle. Au 2e étage, 3 membres du groupe habillés en habits de sport faisaient des exercices. Elles représentaient qui aiment ressentir la force et la puissance de leur corps, comme le dit Terry Wolverton. Au 3e étage, le public arrivait dans l'espace des performances, dans une mise en scène où les murs étaient recouverts de gaz rose qui donnait l'impression apparemment d'entrer dans un grand vagin.
L'espace était aussi agencé comme un bar lesbien où le public était invité à danser avec une partie des artistes sur de la musique disco. Puis d'un coup, les autres artistes en habits sportifs font irruption comme triomphantes, sonnant le départ des autres performances. S'y déroulent des monologues, des dialogues et des pièces d'ensemble minutieusement chorégraphiées que l'on pourrait qualifier de performances de genre. De cette performativité, il y a été évoqué le sentiment de marginalisation, le coming out auprès de leur famille, la vie en communauté dans les bars lesbiens, le sport, les challenges au sein d'une relation intime lesbienne, les abus sexuels ou encore les clichés sur le lesbianisme. Adélie, Donc voilà quelques images. Oui, excusez-moi, on arrive un peu vers le bout, je ne sais pas trop. oui, j'ai bientôt fini. Très J'ai bien. bientôt fini. Oui, ouais. Donc là, on a par exemple la performance enfin, Yellow Queer, pardon, par l'artiste asiatique-américaine Christine Wang, qui a, elle, examiné son identité en tant que lesbienne chinoise pour révéler le racisme qu'elle subit en proposant donc une danse sur les races, également tourmentée entre la tradition de sa culture et les attraits d'une vie nouvelle. Elle choisit comme moyen d'expression la danse chinoise du ruban, qui articule sa colère et ses confusions à propos du racisme que l'on peut découvrir ici. Donc là, dans son texte, elle dit par exemple « Enfant, j'étais effrayée par deux choses, être jaune et être queer ». Et à la fin, donc voilà, elle explique que peut-être que je suis jaune, mais au moins je ne suis pas queer. Où le suis-je? Et donc, c'est autant de représentations ici et d'histoires qui, comme sur l'affiche, marquent les portraits des femmes, les confusions, les interrogations et voilà, leur trauma. L'objectif est d'étendre les significations et les sensibilités du lesbianisme. Terry Wolverton nous dit que nous sommes engagés à créer un mythe de la lesbienne en tant qu'artiste, et étourdis par l'énormité, l'excentricité et la joie de notre tâche, nous vivons à l'intérieur de ce mythe. Et à travers ce que Sue Ellen Case nomme le théâtre personnel, il s'agit ici de briser le silence, d'entendre la voix des lesbiennes très longtemps ignorées, discriminées, et supprimées du champ artistique et d'inspirer d'autres femmes lesbiennes au sein de cet événement en particulier et de l'art en général. On peut sûrement, c'était une véritable stratégie de survie, selon les termes de Sue Ellen Case. Ce travail de sensibilisation, de tissage et d'encouragement à la création pour guérir de ces mots, Terry Wolverton le poursuit toujours, non plus dans l'art de la performance, mais les mots, la poésie, le roman. On a par exemple de recueil de textes de nouvelles fictions, Hers, écrits donc par des écrivaines lesbiennes. Elle a ainsi diffusé tous ces enseignements du Women's Building auprès des personnes marginalisées, communautés LGBT, personnes de couleur, personnes pauvres et de la classe ouvrière, les victimes d'inceste, etc. Mais aussi dans la guérison de son propre passé. Je vous remercie. Merci beaucoup, Adélie. Moi, avant de voir s'il y a des questions, je suis sûre qu'il y en aura, je ne suis pas sûre d'avoir tout à fait bien compris cette histoire orale du lesbianisme, donc c'est de 79, mais ça aboutit à des enregistrements, des vidéos, une publication. Non, il n'y a que des photographies. J'ai demandé justement à Terry Wolverton, est-ce que vous m'entendez bien ou il faut que je recoupe ma vidéo? On entend. Ok. J'ai demandé justement à Terry Wolverton et elle m'a dit que voilà, il n'y avait pas de captation. Mais voilà, il y a quand même une certaine, enfin, il y a quand même une série de photos qui nous permet de voir un peu plus. Oui, non, mais c'est intéressant parce que par rapport à ce que nous, on imagine en tant que histoire orale, qui est un enregistrement et justement une archive sur laquelle on peut travailler après, là, on voit que c'était en fait un moment d'abord de rencontre, d'échange, de performances communes. Oui. Alors, j'avais une autre question. Comment ça, il n'y a pas de question? Ah si, il y a des questions. Alors, il y avait une question de Déborah, mais je poserai la mienne après.
Donc Déborah vous dit merci, c'était passionnant. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu du travail de Terry Wolverton et notamment de la manière dont elle poursuit ou pas la dynamique de groupe et de performance dans son œuvre propre? Est-ce que la question du groupe demeure importante dans sa démarche après cette première expérience? Oui, en fait, elle a travaillé sur donc la performance et il y avait d'autres événements sur la thématique du lesbianisme. Mais c'est vrai qu'elle s'est arrêtée dans les années 80 dans cet art de la performance pour ensuite se diriger plus vers l'écriture parce que c'était vraiment en fait ce qu'elle avait envie de réaliser à la base et en fait, elle s'était perdue un peu dans la performance. Du coup, oui, il y avait donc cet événement du gala et d'autres événements aussi qui ont participé à cette reconnaissance de l'art lesbien, mais elle a vraiment en fait plus inclus son travail en tant qu'écrivaine en réalisant par exemple une pièce de théâtre et ensuite en accompagnant d'autres étudiants dans justement ces CR Group pour l'écriture de textes. Et donc, il y a par exemple donc, ce recueil, mais qui date de bien plus tard, et, euh, et qui voilà, en fait, est un travail d'accompagnement aussi pour les artistes lesbiennes. Il y avait un autre travail qui était fait en partenariat avec un autre auteur, mais je me souviens plus, et qui s'appelle, dans la même idée, Him, ou quelque chose comme ça, His. Voilà, pour les gays, lesbiennes, pour les amener justement dans ce processus aussi de se réclamer et de se reconnaître comme gay, lesbienne. Merci beaucoup. Alors oui, Déborah vous écrit une remarque plus qu'une question. Le désapprentissage me semble être vraiment un mécanisme majeur pour se réapproprier et repenser les gestes et les espaces. Et c'est vrai que moi, je m'étais aussi interrogée là-dessus parce que ces dernières semaines, on a beaucoup entendu parler du génie lesbien d'Alice Coffin et des cris d'orfraie que ça a pu susciter. Mais on voit que cette question-là, voilà, du désapprentissage, elle est déjà extrêmement ancrée à ce moment-là dans les cercles lesbiens. Et enfin, vous en avez parlé. Voilà, l'idée de désapprendre le masculin, de décortiquer. Ça, c'est absolument passionnant. C'est vrai que Oui. on voit bien que c'est un mécanisme à l'œuvre pour réussir justement à aller vers une forme d'émancipation, si je comprends bien. Oui, c'est ça. C'est d'abord déconstruire. Il y a donc ce travail, comme je disais, de prise de conscience, de parler de soi. Et oui, de prendre conscience que tout ce qui a été enseigné précédemment peut être déconstruit. Aujourd'hui, on parle plus de déconstruction. On pourrait traduire aussi comme ça. Mais oui, c'est un processus très important pour ensuite se réapproprier et comme je disais aussi, donner cette importance en fait à un vécu qui finalement n'était pas reconnu comme important précédemment. Donc c'est vraiment le Women's Building et notamment le Feminist Studio Workshop et le Lesbian Art Project sont des structures d'empowerment assez importantes. Ouais. Très bien. Mais écoutez, comme il n'y a pas il y a pas d'autres questions, et en plus vous avez répondu à une question que je me posais parce que j'avais vu dans le petit manifeste que vous aviez mis qu'il y avait les questions de classe, race et genre, et je me suis demandé à quel point ça avait été mis en œuvre, et puis après vous avez montré la performance de cet artiste qui parle de ces questions. Ouais. Oui, il y a une remarque de Sandra Vinet qui vous dit: la déconstruction est salvatrice et nécessaire. Merci Adélie pour ces sources précieuses. Merci. Eh bien, moi, je vous remercie pour cette communication très intéressante sur Terry Wolverton, dont je ne connaissais pas le nom, je dois avouer.